Hi, domo minasan konnichiwa. Moi, c'est Yacine et vous écoutez le Japodcast. Dans cet épisode, j'ai la chance d'accueillir à nouveau Nicolas Brunuto de la communauté Nicodico, mais pour parler de quelque chose d'un peu différent. La dernière fois, Nicolas nous avait parlé des origines de la langue japonaise. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les difficultés de son apprentissage. Nicolas et moi-même sommes apprenants de la langue japonaise depuis plus de 10 ans. Et nous avons souhaité vous partager les différents points que nous jugeons difficiles dans cette langue. Alors nous allons les explorer à travers une progression qui s'intéresse d'abord aux points qui paraissent les plus évidents, pour ensuite venir s'intéresser aux difficultés un petit peu cachées de la langue japonaise. À mesure de notre discussion, nous égrenons quelques conseils pour son apprentissage, mais sachez d'ores et déjà que j'ai l'intention de créer une série consacrée à l'apprentissage du japonais, ou du moins un volet méthodologique sur comment bien apprendre cette langue. En attendant, c'est parti pour l'épisode du jour. Ja, ikimashou. Eh bien, bonjour à nouveau Nicolas, merci d'être encore là aujourd'hui. Mais merci à toi là, de m'inviter à chaque fois. Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. La dernière fois, on a parlé des origines de la langue japonaise. Aujourd'hui, on va se tourner vers un volet un peu plus consacré peut-être à l'apprentissage du japonais, et on va discuter des difficultés de l'apprentissage du japonais. Alors, ce que j'entends par difficulté de l'apprentissage du japonais, je pense qu'on va décliner ça de différentes façons. On va peut-être parler des difficultés qui sont les plus évidentes, celles que les gens ont en tête quand il s'agit d'apprendre le japonais. Et puis nous, on va essayer de, avec notre recul, notre expérience personnelle, on va peut-être essayer de donner à voir les difficultés, pas réelles de la langue japonaise, mais telles que nous, on les comprend. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord, c'est une très bonne idée. Alors, je pense qu'on peut peut-être commencer par la plus grande difficulté, celle qui est la plus diabolisée, ce sont les kanji. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, les kanji, c'est diabolisé, hein. Alors, je me souviens plus exactement dans quel état d'esprit je les ai abordés, mais effectivement, s'attaquer, alors déjà, à des nouveaux alphabets, donc on va peut-être moins parler des kana, parce que les hiragana et les katakana, c'est vraiment un apprentissage de nouvelles formes associées à du son. Mais les kanji, il y a beaucoup de traits. C'est un petit peu l'effet que ça me faisait quand je voyais du chinois avant de commencer le japonais. Je voyais du chinois, je me disais: «Mais comment c'est possible d'apprendre, ces lettres-là?» Exactement, exactement. Moi, c'était un peu comme toi. Moi, je me souviens bien, en fait, comment je les ai appris. Je faisais que ça dans mon temps libre. J'utilisais des dictionnaires pop-up, donc les petits dictionnaires qu'on installe sur Safari, Firefox ou Google Chrome. Et en fait, ils affichaient les kanji, donc je les ai un peu appris comme ça. Ou bien sinon sur ma DS, voilà, à l'ancienne, j'écrivais des kanji. Et en fait, le logiciel était vraiment très sévère. Du coup, il corrigeait mes kanji. C'est comme ça que j'ai réussi à bien les écrire, en fait. C'était vraiment, dès que je faisais une toute petite faute de trait, où je traçais mal, etc. Il y avait vraiment plein de rouges qui s'affichaient, donc ça m'a beaucoup aidé. Et j'avais aussi un petit livre qui s'appelle 1006 kanji pour comment dire, les apprenants débutants en japonais. Mmh. Donc voilà, je les ai un peu appris à l'ancienne et je pense que je ne recommanderais pas cette façon-là maintenant. Ouais, alors moi, je les ai vraiment appris à l'ancienne, ou alors je ne sais pas si c'est à l'ancienne, mais je les ai appris sans méthode. Et Mhm. honnêtement, avec les années, et surtout en enseignant le japonais, je me suis rendu compte de l'importance de la méthode. Bien sûr que de passer du temps à apprendre le japonais, à apprendre les kanji notamment, c'est important, mais sans méthode, on perd du temps et de l'énergie. Moi, pour te dire, Exactement. je prenais mon livre Kanji to Kana, qui est un assez bon livre d'ailleurs en soi, hein, et je les apprenais un par un, comme ça, avec Ah toute leur ouais. lecture, avec tous leurs traits. Je mémorisais comme la mémorisation d'un dessin. Voilà, j'apprenais des sigles sans vraiment leur donner du sens. Mhm. Oui, ça, je pense que ça a vraiment aucun effet. Et c'est pour ça, justement, que ça fait peur aux apprenants. Parce que, et ça nous a fait peut-être peur aussi à un moment, je sais pas. En fait, quand on voit un kanji comme ça, on se dit, mais comment je vais l'apprendre? Comment je vais le retenir? Eh bien,
pas du tout de cette manière-là. Je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Les Japonais, d'ailleurs, en fait, ils les voient toujours en contexte. Ils les voient sur des panneaux, je sais pas moi, de trains, d'affichage, sur des papiers, de bonbons. Hein, voilà, il y a plein de contextes possibles. Sur YouTube, et ben ça, c'est vraiment la meilleure manière. C'est de voir un mot qui est constitué de plusieurs kanji ou bien d'un seul kanji, et puis de l'apprendre à ce moment-là dans ce contexte. Et c'est alors qu'on va retenir beaucoup plus facilement. Je fais exactement la même chose en thaï. Je vois un mot, je le vois dans son contexte et je retiens facilement parce qu'il est dans un contexte. Donc je pense que les kanji, ça c'est vraiment, à mon avis, la meilleure manière de les dédiaboliser et de les apprendre et retenir efficacement sur le long terme. Ouais, exactement. On voit à l'école primaire japonaise, j'ai l'impression qu'ils dansent un peu, sur les 2 jambes entre guillemets. C'est-à-dire que d'un côté, ils apprennent vraiment les kanji dans des phrases, les enfants japonais. C'est-à-dire que parce que une caractéristique des kanji japonais, si, nos auditeurs ne le savent pas, c'est qu'il y a plein de façons de les prononcer, de les lire en fonction justement du contexte, du mot dans lequel ils sont. Et même du registre de langue parfois. Et les enfants japonais les apprennent dans des mini-phrases, en fait. Ils les apprennent dans des Ouais, mini-phrases et pas du tout tout seuls. En mhm. revanche, ils apprennent aussi à les écrire et savoir écrire les kanji, là, c'est un peu plus fastidieux, c'est-à-dire les écrire à la main, hein. Parce qu'à notre époque, on écrit beaucoup à l'ordinateur et au smartphone. Oui, oui, Moi, oui. je les oublie, Mhm. hein, je sais pas toi, mais Ah oui, exactement. C'est pour ça justement que pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment très important d'écrire à la main. Écrivez tous les jours à la main, écrivez des phrases, écrivez des sinogrammes, etc. Ça aide en fait à les activer, à les retenir plus longtemps et aussi à les comprendre en contexte. Et parfois, en fait, on réalise des choses en les écrivant à la main parce qu'on les voit comme ça sur l'ordi ou en les écrivant sur son téléphone, en fait, on ne réalise pas vraiment comment ils sont écrits. Mais en les écrivant à la main, on commence à comprendre pourquoi ils sont écrits comme ça, pourquoi on doit les écrire comme ça et peut-être d'où ils viennent si on regarde les formes anciennes aussi. un autre élément qui fait peur aux apprenants du japonais, c'est la grammaire du japonais. Alors Ah oui. qu'est-ce qui fait peur dans la grammaire du japonais, Nicolas? Ah, eh bien moi je me souviens que j'ai eu cette même peur en fait. Je me suis demandé, mais tiens, comment est-ce qu'on fait des phrases complexes? Comment est-ce qu'on peut dire la même chose qu'en français, en japonais, alors que le verbe est à la fin, parfois il n'y a pas de sujet, les adjectifs sont vraiment différents. En fait, c'est vraiment possible, mais c'est une logique différente et locale. Donc, comment est-ce qu'on apprend, par exemple, la grammaire du japonais? Eh bien déjà, on ne regarde pas les sites de grammaire. Ça, c'est la pire chose à faire. Euh, les sites de grammaire, en fait, c'est comme les dictionnaires. Quand on a un problème de grammaire, quand on a un problème de mots, on va regarder un dictionnaire. Bah, du coup, quand on a un problème de grammaire, on peut regarder un site de grammaire, mais apprendre le japonais via les sites de grammaire, ça n'aide pas. Du coup, la grammaire, c'est comme les kanji, en contexte, à chaque fois. Si on connaît les mots, on voit leur sens et leur ordre dans la phrase, on peut comprendre la phrase et on peut comprendre la logique locale. La grammaire, il faut vraiment l'apprendre en contexte et on se rendra compte que oui, c'est différent, mais que c'est pas aussi difficile qu'on le pense. Bien sûr, ça demande du travail, mais c'est pas extrêmement difficile non plus. Et qu'en est-il, des petites, parties grammaticales du japonais qui n'existent pas dans notre langue? Je pense aux fameuses particules qui sont en plus de plein de sortes, de plein de familles différentes. Mhm. Alors les particules, en fait, on a oublié ce que c'est parce que ça existait avant. Par exemple, en latin, en indo-européen, qui sont les ancêtres du français, de l'anglais, etc. Il y avait des déclinaisons, donc c'est-à-dire des sortes de petites lettres ou bien de fonctions grammaticales qu'on ajoutait à la fin d'un mot. Eh bien, les particules, c'est exactement la même chose, sauf que la particule s'est détachée du mot. Donc, c'est très simple en fait, la particule, c'est un petit mot qui donne un sens à un autre, et puis avec une combinaison de particules, ça donne un sens à toute une phrase japonaise. Donc les particules, par exemple, si on veut parler d'un sujet, on utilise une particule de sujet. Si on veut dire que l'on fait quelque chose, donc un COD en général, donc l'accusatif, on va utiliser par exemple une particule de COD. Enfin, sans les particules, en général, en tout cas, on n'a pas de sens dans une phrase japonaise. Du coup, pour donner du sens dans une phrase japonaise, il faut rajouter des particules qui sont vraiment très logiques. Et pour ça, il faut bien s'exposer et essayer de les comprendre dans la langue.
je pense qu'on arrive à une première croisée, des chemins, on peut dire, à savoir qu'on a couvert un petit peu les difficultés vraiment, les plus évidentes du japonais, à savoir les kanji et la grammaire et tu nous as bien expliqué que par de l'exposition, par un apprentissage à travers beaucoup de contextes, et en s'aidant des bonnes ressources, on pouvait, comprendre des choses un peu par soi-même aussi. Bien Hem, sûr. alors Mhm. il y a quand même des difficultés qui sont un petit peu plus cachées et peut-être d'autres qui sont encore plus cachées. Les difficultés qui apparaissent un peu plus tard dans l'apprentissage du japonais, c'est par exemple les différents registres de langue du japonais. Alors dans registre de langue, on peut même faire plusieurs distinctions. On entend souvent la politesse. La politesse en japonais, c'est compliqué, non? Ah oui, c'est difficile et surtout quand, voilà, comme moi, quand j'avais commencé le japonais, j'avais 15 ans, du coup, je regardais beaucoup d'animés et je parlais un petit peu comme un personnage d'animé au début, avec des particules comme zo ou ze qui sont très, très familières. Et du coup, on a l'impression que ce qu'on a entendu reflète le japonais normal, bah, que tout le monde parle en général. Mais non, c'est pas du tout vrai. Donc, il faut vraiment faire attention à comment parlent les gens et essayer de calquer le parler des gens. Ça peut vraiment aider. Il y a beaucoup de niveaux de langue en japonais, c'est vrai, un peu comme en coréen, mais je pense qu'il y a un registre qui est poli et qui convient en toute situation. Donc, si on arrive vraiment à apprendre ce registre et à l'utiliser avec des gens qu'on ne connaît pas, d'autres qu'on connaît un peu moins, et d'autres qui nous sont, par exemple, supérieurs, on ne doit pas vraiment se focaliser tout de suite sur la langue très polie qui est le keigo et que tout le monde aussi voilà, craint. Donc, d'abord, il faut vraiment peut-être essayer de voir comment est la langue polie, euh, comment on l'utilise, dans quelle situation. C'est pour ça que l'exposition est très importante. Il faut vraiment comprendre quand les Japonais utilisent X expression et quand ils utilisent quel registre de langue. Ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, quasiment toutes les approches de japonais commencent par enseigner la langue polie de base, on pourrait dire la politesse la plus basique, parce que c'est la plus facile à utiliser d'ailleurs, je pense, et puis parce que c'est la plus safe à utiliser. On est sûr de ne pas commettre d'impair de registre de langue en l'utilisant. Donc effectivement, elle est, conseillée, je pense, mais à mon avis, elle est aussi un petit peu, elle n'aide pas forcément à l'apprentissage du japonais dans le sens où quand on va aller un peu plus loin dans, le décortiquage du japonais, elle peut venir obstruer, certaines logiques. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça justement que l'exposition est très importante. S'exposer à tous les registres de langue qui existent. Donc, qu'est-ce que c'est en japonais? Eh ben, en général, le style familier va être dans les commentaires YouTube, par exemple, ou dans les animés. Et puis, le style un peu plus poli va être dans, je sais pas, dans une vidéo YouTube, donc pas dans le commentaire, mais plutôt une vidéo ou quand on parle avec des gens, etc. Dans les magasins. Et puis le style très poli va être quand on regarde des sites, par exemple, des sites des entreprises, des sites de produits, de marchandises, ou bien quand on parle avec des gens qui nous sont vraiment supérieurs, ou bien quand on travaille. Donc vraiment s'exposer à plein de situations aide à comprendre ces registres. Le japonais, c'est vraiment comme ça qu'il faut vraiment le comprendre, pas savoir la théorie, mais vraiment ressentir quand les gens vont utiliser quel registre. Ça évitera de commettre des impairs, si on peut dire ça comme ça, utiliser un registre trop familier quand on est censé utiliser un registre plus poli, etc. Alors, il y a un autre élément qui, pour les gens qui commencent à apprendre le japonais et d'ailleurs, c'est un élément qui commence à surgir sur internet, j'ai l'impression, dans la communauté d'apprenants, du japonais, c'est cet accent du japonais. L'accent. Alors, il a plein de noms. Il y a accent de hauteur, accent chromatique, accent tonique. Et j'ai l'impression que dans la communauté, internet, en tout cas au moins, d'apprenants du japonais, ça devient un critère d'évaluation, du niveau de japonais. Alors, mon propos, c'est pas du tout de dire que c'est pas important. Au contraire, je pense vraiment que c'est quelque chose un élément qui est très important et d'ailleurs les japonais, eux-mêmes accordent beaucoup d'importance à ça. Ils sont très sensibles à cet accent. Mais voilà, on ne peut pas trop focaliser là-dessus. Mais quand même, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet accent? Oui, c'est vrai que en fonction de si on sait bien prononcer le mot ou pas, c'est un peu comme les tons en chinois. Si on a des bons tons, donc un bon accent, ça veut dire qu'on a un bon niveau en général. Et non, pas tout le temps, en fait, parce que, par exemple, moi, personnellement, j'avais jamais appris cet accent. Du coup, j'avais toujours appris en contexte.
Et donc, certains mots, en général, c'est les mots en 2 syllabes. Parfois, je me trompe. Je ne sais plus quel accent ou je ne sais pas quel accent c'est. Donc, je vais regarder dans un dictionnaire. Donc, comment faire pour apprendre cet accent? Déjà, exactement la même chose que les autres. S'exposer tout le jour, essayer de parler avec les gens, voir un peu les intonations quand les Japonais parlent. Et peut-être, comme c'est quelque chose qui n'existe pas dans les langues indo-européennes, aller voir dans des dictionnaires d'accents qui sont pas spécialement difficiles, hein. Il y en a plein qui sont pas difficiles. Ou alors sur Forvo, comparer les prononciations et voir où il faut mettre l'accent. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on acquiert en pratiquant beaucoup et en ayant conscience de cet accent. Si on n'a pas conscience de l'accent, on n'aura jamais conscience de cet accent. On prononcera bien, on aura un bon accent, mais parfois, certains mots, je parle vraiment d'expérience ici, certains mots en 2 syllabes, parfois je les dis et c'est pas correct. Donc, je vais regarder dans le dictionnaire pour voir comment ils se prononcent. Ouais, là, il y a une première difficulté pour laquelle uniquement se fier au contexte et à un apprentissage intuitif de la langue ne suffit pas. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue sur internet d'ailleurs où la personne montrait, des gens qui parlaient très, très bien japonais, qui y vivaient depuis très longtemps et qui faisaient quand même des fautes, d'accent. Donc il y a un petit peu un côté systématique aussi et par contre, quelque chose qui va rejoindre ce que tu nous disais depuis tout à l'heure, c'est que pour les accents du japonais aussi, les accents de hauteur, il faut quand même peut-être voir au niveau du mot cet accent, mais le mieux, c'est dans des phrases, en fait, hein. Et c'est pour Mhm, ça, bien des sûr. sites comme Forvo, justement, qu'on pourra mettre, en description, où on entend des natifs prononcer. Il y a des sites aussi qui donnent des patrons de langue et puis, peut-être en faisant confiance à ses oreilles, alors on n'est pas tous égaux à ce niveau-là, mais en écoutant des Japonais parler, en faisant pause sur la vidéo, en essayant de percevoir là où il y a des accents et en vérifiant après dans un dictionnaire d'accents, là on arrive proche de la perfection, mais voilà, on se rend compte que c'est quand même, un gros travail, quoi. Mhm, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que sur Forvo, c'est vraiment très clair. Quand je montrais, justement, je faisais des petits lives sur les accents. Je faisais écouter les deux et vraiment, si la prononciation est claire, l'accent est clair. Donc, il n'y a aucun problème, il faut juste s'entraîner. Exposition, entraînement donne la force de bien parler. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à accorder de l'importance aux accents du japonais, il y a eu comme une nouvelle dimension dans la langue. C'est-à-dire qu'il y avait, le mot, ce qu'il voulait dire, sa façon d'être prononcé et l'accent en plus, quoi. Ça passait en 3 dimensions, quoi. J'entends, assez souvent depuis que j'ai commencé à apprendre le japonais, que le japonais est une langue assez facile à prononcer pour nous francophones qui avons beaucoup de voyelles, beaucoup de consonnes différentes, des syllabes plus complexes. Alors on vient de voir qu'il y avait l'accent tonique en japonais qui pour le coup n'est pas simple du tout pour aucun, non natif. Mais est-ce que le reste de la langue japonaise est vraiment simple à prononcer ou est-ce qu'il y a des subtilités selon toi? Ah, je pense qu'il y a beaucoup de subtilités, hein. Et d'ailleurs, ces subtilités ne sont pas du tout mises en évidence. Par exemple, hier, justement, j'ai fait un live de prononciation et j'ai comparé la lettre U en chinois, japonais, coréen et même en thaï. En fait, ça n'a rien à voir. Ça a l'air d'être un U, mais c'est pas le même U. Donc, c'est pour ça que quand on voit sur certains sites, certaines méthodes, certaines applications, que par exemple le U japonais, c'est un peu comme le U français, ce n'est pas du tout vrai. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pour ça aussi que quand on veut comprendre comment on prononce les voyelles, les consonnes, les ensembles de kana en japonais, l'important, c'est pas de chercher la ressemblance avec le français, c'est de regarder un mot dans lequel il sera inclus et prononcé, et de prononcer comme le natif ou la native. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on peut se rendre compte que c'est pas la même chose et acquérir un bon accent et éviter les lacunes aussi. Par exemple, il y a plein de gens, plein d'apprenants qui ont un bon niveau, qui savent bien parler, mais en fait, ils ont toujours un accent très francophone ou très de leur langue native. Et je pense que ça, c'est vraiment dû à un manque d'attention au son et à la voyelle. Donc, il faut bien écouter les voyelles. C'est le plus important dans une langue, je pense, les voyelles. J'ai l'impression que moi, le problème de base pour beaucoup de gens qui n'ont pas un bon accent dans des langues étrangères, alors ça peut venir d'une différence physiologique, on pourrait dire, voilà, des qualités d'écoute, voilà, un petit peu comme certains musiciens ont des meilleures oreilles que d'autres et cetera. Voilà, on n'est peut-être pas égaux là-dessus, mais honnêtement, j'ai l'impression que ça vient surtout, de l'écriture. C'est l'écriture qui pollue, l'apprentissage des sons d'une autre langue. Par exemple, un enfant qui va apprendre
sa langue déjà forcément, et puis une autre langue sans passer par l'écriture, il va apprendre les sons tels qu'on lui prononce en fait, tels qu'on lui dit, tels qu'ils sont, utilisés, dans la langue parlée. Alors que des apprenants, adultes qui ont passé leur vie à habituer leur cerveau à lire du français et à associer, des lettres avec tel ou tel son, eh bien, ils vont être un petit peu pollués par ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage vraiment tout le monde à apprendre dès le début les kanas au moins, les kanas. Et en plus des kanas, en apprenant les kanas, s'intéresser, aussi à un petit peu de théorie au niveau phonétique. La phonétique dans les langues, par exemple, l'alphabet phonétique international, bah, déjà, de regarder qu'il y a un peu plus de consonnes que nos simples lettres de l'alphabet à nous, qu'il existe des sons un petit peu différents. Et puis parfois, dans la phonétique aussi, il va y avoir heu, des sites internet ou des documents, des ressources qui vont vous montrer comment mettre sa bouche même Mmh. carrément, comment articuler le son Mmh. de la langue. Oui, oui, je vois les vidéos dont tu parles, oui. Voilà, bah, ça Par peut exemple. paraître un peu fastidieux, mais je pense que ça paye sur le long terme. Et un bon accent, en fait, c'est pas pour être élitiste ou être hyper doué, mais en fait, c'est agréable pour soi-même parce qu'on se dit, ah, j'ai travaillé mon accent, donc j'ai un bon accent, première chose. Et deuxième chose, pour les natifs, en fait, ça aide à réduire les distances sociales et entre différentes ethnies et différents peuples. En fait, c'est parce que on parle bien la langue et on a un bon accent. Donc, parfois, la personne peut oublier qu'on est un étranger. Et ça, c'est vraiment très important, je pense. Alors là, on vient de couvrir l'aspect visible de la langue japonaise, à savoir son écriture, sa grammaire, sa prononciation, mais il y a encore d'autres choses. Et ces autres choses, pour le coup, je pense qu'elles apparaissent, qu'elles deviennent visibles pour les apprenants avancés, ou plutôt avancés. La première que j'ai repérée, et tu vas me dire si tu es d'accord, c'est la forte tendance à enlever des mots en japonais, à enlever des parties de phrases. Ce qui fait que quand on voit des phrases japonaises, on a envie de les traduire telles quelles et de voir un peu ce qu'elles pourraient donner, dans nos langues, et puis aussi de les comprendre aussi au niveau de leur construction grammaticale telle quelle, alors qu'on ne se rend pas compte qu'il y a tout un tas d'éléments qui ont été omis parce qu'ils sont évidents, qui ont été enlevés. Mhm. Oui, bien sûr. Par exemple, bah, le sujet, prenons un premier élément. Le sujet dans les langues transurasiennes, donc, dont on a vu voilà, l'origine la dernière fois, donc en japonais et en coréen, souvent on nommait le sujet. Ça pose beaucoup de problèmes à des débutants aussi qui se disent, mais quand est-ce que je dois mettre un sujet? Quand est-ce que je dois le mettre ou pas? Eh bien, en général, quand on lit une première fois, on n'a pas besoin de le dire après, et parfois même on n'a pas besoin de le dire du tout. Ça dépend du contexte, de la situation, et c'est aussi pour ça que l'exposition est très importante, savoir quand les natifs omettent le sujet, quand ils le mettent. Mais la plupart du temps, une fois qu'on l'a dit une fois ou que quelqu'un en a parlé, on ne va pas le mettre. Et ça, je pense que oui, c'est quand même pas évident, mais c'est vraiment l'exposition à la langue quotidienne qui va vraiment aider à comprendre quand est-ce qu'on met le sujet et quand on le met. Et justement, le fait de ne pas le mettre et de savoir quand le mettre et le mettre, ça aide aussi à mieux parler la langue et à réduire peut-être la distance, la barrière langue étrangère, langue native. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais au niveau de l'importance d'apprendre la langue en contexte, avec un maximum de contexte. Et je pense que ce conseil ne peut être plus pertinent, quand il s'agit de parler de la langue japonaise. C'est-à-dire que pour apprendre la langue japonaise, c'est encore plus important d'apprendre en contexte. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, le japonais est une langue extrêmement dépendante du contexte et de la situation, de où on est, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qui est évident, à qui on parle, qui on est par rapport à la personne à qui on parle, et cetera. Quelle image de soi-même on veut renvoyer, quelle émotion on veut transmettre. Et tout ça, ça influence, sur ce que l'on dit et ce que l'on ne dit pas, ce qui a besoin de dire, ce qui n'a pas besoin de dire. Et si on le dit, eh ben, c'est parce qu'on considère que c'est important de le dire. Sinon, on va à l'essentiel, on va à l'économie et c'est pas le langage qui communique le plus, en fait, en japonais. Ou alors si c'est le langage est juste là pour coder de la bonne façon, pour que ce qu'on ait à transmettre apparaisse le plus clairement à notre interlocuteur, mais
c'est un peu l'inverse du français. J'ai l'impression qu'en français, ou en tout cas dans nos langues occidentales, c'est peut-être propre à toutes les langues occidentales. Je ne sais pas s'il y a un côté culturel, ce serait à creuser. On accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est dit. On accorde beaucoup d'importance à ce qui est dit. On dit souvent aux gens: «Mais pourquoi tu le dis pas? Mais fallait le dire» et cetera. Ce sont Ouais, des choses, exactement. Mmh. ça n'existe pas en japonais ça, de dire ça. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est justement le point de vue, culturel. Par exemple, c'est pour ça qu'on ne peut pas recommander d'apprendre, des langues comme le japonais sur des applications parce que ça fait complètement, omission de la culture et du côté culturel qui est lié à la langue. Donc c les gens qui auront appris, par exemple, sur une application pourront faire des phrases qui seront grammaticalement parfaites, mais qui n'auront aucune humanité, si on peut le dire comme ça. Ce sera purement artificiel. Parfois, ça peut même être, un peu vulgaire ou un petit peu condescendant. Bon, c'est un peu plus complexe ça, mais justement, ce genre de phrase n'aide pas du tout à comprendre, le japonais dans sa culture et le non-dit japonais, le non-dit, coréen aussi. Ça se voit aussi dans les recettes de cuisine japonaise, par exemple. En français, on met vraiment les quantités, précises, au gramme près. En japonais, il est marqué parfois quantité appropriée et du coup, c'est un petit peu, comment dire? Embrouillant quand on regarde des recettes en japonais pour la première fois parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est la quantité, mais pour les japonais, ça paraît logique. C'est: «Ah OK, quantité, adéquate, bon, bah, parfait, je vais mettre ça alors». Alors, il est peut-être, venu le temps d'une petite conclusion. Heu, Si on doit essayer de résumer un peu ce qu'on a dit, c'est que quand on apprend une langue, il faut pas se focaliser et être obnubilé par l'aspect simplement visible de la langue, à savoir Mmh. comment elle s'écrit, comment les phrases sont construites, quels sont ces mots. Bien sûr que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, mais qu'il ne faut pas oublier qu'une langue n'est rien sans le contexte d'utilisation de cette langue. Tout à fait, c'est exactement ça. Heu, voilà, il faut arrêter d'apprendre, des langues sans contexte, par exemple avec des listes de vocabulaire, écrire des mots comme ça, par cœur. Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi, aux apprenants, c'est que quand vous vous confrontez à du japonais et que vous voulez comprendre du japonais, il faut s'intéresser à qu'est-ce qui est dit dans quelle situation, mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que nous, en tant que francophones, on a surtout quand on commence, on a d'abord le français qui vient dans notre tête, on est pollué par notre, langue maternelle et ça, c'est normal, surtout au début et on se dit: «Tiens, j'aimerais bien dire, ce que je dis en français, j'aimerais bien le dire en japonais». Sauf que ça marche pas comme ça. En fait, il faut encore une fois, et on retombe là-dessus, s'intéresser à la situation, au contexte. En fait, la question à se poser, c'est pas comment on dit telle ou telle chose, mais c'est qu'est-ce qu'on dit dans telle ou telle situation. Mmh. Exactement et ça aide aussi, quand on veut, bah, communiquer, interpréter, faire de la traduction, c'est vraiment quelque chose de très important et ça aide dans toutes les langues aussi, hein. Et c'est pour ça que l'exposition est très importante parce que si on est exposé à de nombreuses situations, si on lit sur de nombreux sujets, on a dans l'esprit déjà de nombreuses manières, de gérer, par exemple, un problème ou une situation et de savoir, quoi dire dans quelle situation. Bon, bah, super. Alors là, je pense qu'avec tout ça, on a de quoi développer plus tard sur des conseils plus précis, peut-être plus ciblés, pour l'apprentissage du japonais et peut-être une petite série, consacrée à divers éléments comme l'écriture, la grammaire, le vocabulaire et cetera. Mais c'est déjà pas mal. Alors je te remercie beaucoup Nicolas. Merci encore. Mais merci à toi de m'inviter à chaque fois. C'est un plaisir et puis à bientôt. À une prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller retrouver le travail de Nicolas en cliquant sur le lien en description. Il me reste à vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du Japodcast et j'espère vous retrouver très prochainement. À bientôt. Ja minasan, mata ne.